Bonjour et bienvenue dans la première édition de C'est à nous demain, le nouveau format proposé par la CET avec le concours de la revue Urbanisme à destination des acteurs du territoire. 1 heure, un thème pour débattre. À partir de témoignages et de retours d'expérience, nous proposons une série de débats en ligne autour de sujets majeurs pour le devenir des territoires et de leur population en France et dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes en direct depuis nos studios improvisés que nous avons dû acclimater à nos espaces personnels de vie, d'ailleurs comme de nombreuses autres activités et lieux ces 4 dernières semaines. Nous avons changé d'échelle, notre regard évolue avec ce phénomène inédit. Nous vous saluons donc aujourd'hui de Toulon, Langlade, un village se situant entre Nîmes et Montpellier, Saint-Étienne, Mantes-la-Jolie et Toronto au Canada. Enfin, quelques éléments techniques pour mieux accompagner ce débat en ligne. En direct depuis plusieurs sites, nous pouvons peut-être être soumis à des aléas techniques. Pour favoriser une bonne réception, nous vous recommandons de fermer vos applications et de conserver comme onglet actif celui du webinaire. Vous êtes 170 à vous être inscrits à ce premier débat. Pour y assister et participer depuis vos studios improvisés. Nous vous invitons à venir enrichir ce débat et poser des questions. L'onglet prévu à cet effet se trouve à droite de votre écran. Je m'appelle Yelena Smenkovic, je suis directrice d'émission à la CET et j'ai le plaisir d'ouvrir notre premier débat autour du sujet « L'eau, nouveau paradigme de l'aménagement du territoire, de la rareté de la ressource à l'abondance des solutions ». Ce thème majeur nous paraît comme une évidence et pourtant aujourd'hui même encore, il n'accompagne qu'au deuxième plan de nombreuses opérations d'aménagement ou projets de construction. Véritable sujet mondial, à l'entrée multiscalaire, l'eau devait être prise en compte à part entière dans la démarche de nos projets de demain. Dans le contexte de la crise sanitaire que nous traversons, la question se pose d'autant plus. De l'imaginaire qui s'attache à l'eau, aux usages qui en sont faits, comment penser l'eau autrement? Pour débattre, j'accueille 3 invités de Renault pour cette première rencontre. C'est à nous demain. Les intervenants, Aziza Chaouni. Bonjour Aziza. Bonjour Yelena. Jean-François Blanchet. Bonjour Jean-François. Bonjour Yelena. Avec les témoignages de Julien Bertrand. Bonjour Julien. Bonjour à toutes et tous. Permettez-moi de présenter nos intervenants. Aziza Chaouni, tu es architecte urbaniste, diplômée en ingénierie civile de l'Université Columbia et en architecture de l'Université d'Harvard. Ces deux agences, basées au Maroc et au Canada, travaillent dans des territoires au contexte sociopolitique complexe et aux conditions climatiques difficiles, telles que les régions arides et semi-arides aux échelles allant du bâtiment au master plan. Tu es enseignante et chercheur à l'Université de Toronto, de John H. Daniels Faculty of Architecture, Landscape and Design, où tu diriges le laboratoire de recherche sur l'écotourisme. Ton laboratoire collabore ainsi avec de nombreuses ONG et institutions dans le monde pour mettre en place des stratégies et plans d'aménagement écotouristique. Tu es co-auteur du livre Out of Water Design Solutions for Arid Regions, sans solutions de conception pour les régions arides. Ton travail avec tes 2 agences a remporté plusieurs prix d'architecture et de concours internationaux, notamment 2 médailles d'or Holcim pour la construction durable en 2008 et 2009 et 2 prix de recherche de la Fondation Getty. Tes projets ont été publiés et exposés à travers le monde. Aziza, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Merci Yelena. Jean-François Blanchet, tu es directeur général du BRL à Nîmes. C'est un groupe d'entreprises d'aménagement régional spécialisé dans les métiers de l'eau, de l'environnement, de l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique. Le groupe BRL rassemble 660 salariés en France et en périmètre monde 800 salariés. Tu es ingénieur de formation avec une expertise fondée sur 30 années d'expérience dans les spécialités de la maîtrise d'ouvrage, de l'exploitation de services publics et de l'ingénierie. Tu interviens sur la dimension stratégique de l'aménagement durable du territoire, de la croissance soutenable et de la responsabilité sociétale, ainsi que sur les enjeux de la sûreté et de la sécurité des actifs de l'eau sur le long terme. Quelques références significatives du groupe BRL en France et à l'international, schéma directeur d'eau brute et d'eau potable de divers départements français, projet de rétablissement du caractère maritime de la baie du Mont-Saint-Michel, ou encore étude d'impact du remplissage du barrage de la Renaissance en cours de construction sur le Nil et projet de gestion concertée des ressources en eau sur des grands hydrosystèmes transfrontaliers comme le Nil et le lac Victoria. Tu assures également la présidence du conseil d'orientation de l'Université de Nîmes et une vice-présidence du pôle de compétitivité nationale France Water Team.
Jean-François, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Merci à la CET de nous offrir une belle tribune sur le thème de l'eau et les nouveaux paradigmes. Merci. Julien, tu diriges depuis 20 ans la mission du premier cabinet d'urbanisme réglementaire et préopérationnel de France, Citadia Conseil. Tu es spécialiste de la loi littorale, de la loi montagne et des nouveaux principes de l'urbanisme durable mis en place autour des lois Grenelle, Allure et Elan. Tu assistes depuis plus de 15 ans les grandes collectivités et les grands donneurs d'ordre de la façade méditerranéenne dans la conception de leurs politiques publiques de long terme. Des sujets comme polarisation et intensification, attractivité économique et sociale, mobilité durable, puis tu assures l'innovation de leur transcription réglementaire dans le droit des sols. Tu es depuis 2019 directeur interrégional de la CET en région PACA-Corse Occitanie. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour ce débat. Merci à vous. Aziza Chaouni, Jean-François Blanchet, première question pour ouvrir ce débat. Aujourd'hui, l'eau ne bénéficie pas d'une place prépondérante dans les opérations d'aménagement et les projets de construction. Ce constat s'explique-t-il peut-être par le fait que l'eau est un objet pluridisciplinaire, voire transdisciplinaire, bien que présent dans chaque discipline et bénéficiant ainsi de multiples entrées, l'eau ne réussit pas à accéder au rang de déterminant de l'opération ou du projet. Une opération d'aménagement ou un projet de construction peut-elle ou peut-il être pensé à travers le prisme de l'eau et de ses enjeux? Dans l'affirmative, comment le faire et qui est susceptible de le porter? Aziza, souhaites-tu ouvrir ce débat? Commencer? Bien sûr, Yelena. Donc, je propose en fait de répondre de manière très pragmatique à cette première question qui est fort vaste, on doit l'avouer, sous l'angle précis d'une architecte, donc urbaniste. Donc aujourd'hui, dans tout projet d'aménagement, donc une gestion responsable de l'eau est un gage de durabilité, tout comme la gestion des déchets ou l'utilisation des énergies renouvelables. Donc peut-être on va voir la première image, je te prie Thierry. Donc d'ailleurs, comme on le voit ici, parmi les 7 objectifs de développement durable préconisés par les Nations Unies et adoptés bien sûr par ses États membres, l'eau est mentionnée 2 fois, donc dans l'approvisionnement d'eau propre et son assainissement et dans la protection des milieux aquatiques. Cependant, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que pour les architectes urbanistes, la gestion de l'eau dans leurs projets reste limitée, principalement par 2 choses, je dirais. D'abord par un système de loi restrictif et par une infrastructure sanitaire qui, je dirais, lourde, statique et qui est déjà préétablie. Donc, parlons donc un petit peu de cette infrastructure, donc dont le concept est millénaire, mais dans la forme actuelle date du 19e siècle. Donc, c'est un système qu'on connaît tous, qui est centralisé, on traite l'eau, on la distribue, on la reprend usée, puis on l'épure avant rejet. Donc, au final, les architectes urbanistes travaillent dans ce que j'appelle un contexte fin de processus, qu'on appelle en anglais end of pipe, dans lequel leur champ d'action reste très réduit en fait. En effet, ils ne gèrent réellement en amont donc, que la circulation de l'eau potable donc, dans le bâti et dans les paysages, et en aval les rejets des eaux usées et le drainage des eaux de ruissellement, donc, qui sont en général rejetées vers ce même système d'assainissement centralisé. Et ce système, je dirais, pour moi, reste trompeur à bien des égards, car il se base sur une hypothèse de base erronée, qui est celle que nous avons une offre intarissable et où un robinet ouvert possède un débit d'eau infini. C'est-à-dire que pour vous, vous ne pouvez pas imaginer ouvrir votre robinet aujourd'hui, votre douche, et qu'il n'y ait pas d'eau. Donc aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une déconnexion donc déjà donc de la population, mais aussi des urbanistes vis-à-vis de l'eau en tant que ressource qui est issue d'un milieu naturel, donc et qui a ses limites, et une déconnexion aussi de son infrastructure, donc dont les stations d'épuration et celles de traitement, ainsi que tout de son réseau de distribution, qui restent des éléments abstraits. Donc ces 3 éléments sont aujourd'hui l'apanage donc en particulier donc des politiciens et surtout des techniciens donc qui comptent des experts en eau, hydraulique, génie sanitaire, génie chimique, génie de l'environnement et bien entendu des personnes comme Jean-François. Alors, il va sans dire qu'il y aurait beaucoup à gagner. Donc déjà, si une nouvelle forme de gouvernance de l'eau est d'abord mise en place, dans laquelle les élus, les techniciens et les urbanistes travaillent main dans la main, donc le long
de tout le cycle de l'eau, afin de développer des solutions résilientes et novatrices qui sont spécifiques aux besoins et au contexte naturel de chaque projet et qui peuvent donc s'adapter aux conséquences des changements climatiques. Donc, au lieu de travailler en silo et de rester otage d'un système de gestion de l'eau qui est déjà préétabli, mais qui est certes efficace, mais seulement quand on a assez d'eau pour l'alimenter et assez d'énergie pour le faire marcher, il faudrait réfléchir ensemble à des solutions win-win, donc gagnant-gagnant, où la ville et ses composantes viendraient soutenir à part entière et consolider la gestion de l'eau et aussi vice-versa. Donc, je m'explique. Peut-être avec quelques exemples, donc peut-être la prochaine image, je te prie Thierry. Donc, à l'échelle urbaine, en fait, on peut commencer à imaginer un exemple où la trame d'ensemble peut être conçue pour optimiser la collecte d'eau de ruissellement, comme dans ce plan en fait que vous voyez, qui est un plan conceptuel d'une trame pour un village collinaire en Palestine. Image suivante, je te prie. Ou bien à l'échelle d'un bâtiment, une façade peut aider à la collecte des eaux de pluie, donc comme c'est le cas de Hydrowall, que vous voyez ici, image suivante, ou bien où la façade en elle-même peut aider à décontaminer et traiter les eaux de pluie jusqu'à, comme ici, dans le cas de la façade de prototype de l'Institut Case, qui utilise donc les rayons UV pour la décontamination. Donc, de la même manière, des composantes, je dirais, des systèmes d'assainissement existants peuvent aussi être sujets à une cooption par les architectes urbanistes, qui pourraient les transformer en espaces de loisirs, par exemple, image suivante, tel que le projet de la rivière Wad el-Jawahir de mon agence ACP. Donc, ce projet a transformé un égout à ciel ouvert qui traverse donc la Médina de Fès, qui est ma ville natale et qui est patrimoine donc de l'UNESCO, en un canal où sont rejetés les eaux usées, bien sûr, après traitement. Canal qui a été aménagé comme espace de détente et de loisirs, et ce qui manquait en fait beaucoup à la population locale. Donc voilà, Yelena, je vais m'arrêter ici pour respecter le temps de 4 minutes. Merci beaucoup, Aziza. Jean-François, souhaites-tu intervenir, s'il te plaît? Effectivement, Aziza nous a fait un très bel inventaire, une très belle présentation des enjeux liés à l'eau en matière d'aménagement. Elle a très bien illustré toute la partie effectivement end of pipe, la partie aussi aval sur comment l'eau rentre dans les composantes d'aménagement, voire dans l'acte de construire et de réaliser des bâtiments. J'aurais tendance à dire par rapport à la première question de est-ce que l'eau est un facteur déterminant des aménagements? J'aurais tendance à dire il le devient, et ceci de plus en plus à la défaveur du dérèglement climatique. Le problème, c'est quand on parle d'eau, on ne parle pas toujours de la même eau. On parle de l'eau qui peut être avant tout un milieu naturel, des milieux aquatiques, dans les res communis, les choses qui sont communes, patrimoine de la nation, lorsqu'on le prend en droit français, patrimoine de l'humanité, lorsqu'on l'élargit avec des droits d'accès à l'eau qui sont accordés par l'ONU. On est aussi, lorsqu'on est un petit peu plus en aval au niveau des ressources, déjà dans une approche anthropomorphique, et là, on est plus dans les res nullius, c'est-à-dire l'eau que l'on peut s'approprier pour un motif d'intérêt général. Et à la fin, lorsqu'on parle d'aménagement, lorsqu'on parle de consommation, on est dans les usages de l'eau avec à chaque fois un cadre réglementaire qui lui est spécifique. Je parlais à l'instant de l'eau déterminant. Effectivement, nous avons un certain nombre de rappels à l'ordre parce que le climat a ceci de particulier qu'il agit sur le long terme. Sur cette diapo, on voit toute la séquence sur environ une soixantaine d'années des épisodes de sécheresse au niveau du territoire national France. Et on observe 40 épisodes de sécheresse remarquables. J'en ai pointé deux particuliers, celui de 2003 avec une flèche rouge qui, à la fois par son extension géographique et dans la durée, a marqué les esprits avec un impact sur la santé qui a été reconnu pour la première fois de manière massive par rapport à un impact de sécheresse. Celle de 2019, plus proche, peut-être moins longue dans la durée, mais qui pour autant a dépassé les niveaux records de température observés sur le territoire national avec une barre de température que l'on connaissait plutôt sur les milieux semi-arides ou arides avec 46 degrés, pas très loin de là où j'habite, à Vérargues dans l'Hérault. Autre point particulier, c'est quand même 23% des stations météo qui l'année dernière, ont battu leur record de température. C'est dire que le dérèglement climatique, le changement climatique, c'est maintenant
et partout, et on le voit avec l'extension sur l'Europe, où l'ensemble des pays ont eu à subir les mêmes effets. Alors, face à ce dérèglement climatique qui progresse, et on le verra sur la diapo suivante, un certain nombre de prises de conscience ont commencé à prendre place. Singulièrement, en plus, 2019, c'était l'année des Assises nationales de l'eau, fort opportunément sur l'année de sécheresse. Ça n'était pas prévu, mais ça a donné un retentissement encore plus fort à ces assises. Et le Sénat s'est emparé du sujet pour justement mettre en perspective le fait que l'eau doit être abordée sous toutes ses composantes et qu'il y a urgence à la fois à préserver les milieux naturels, à la fois à avoir des ressources, à avoir du stockage aussi lorsque cela est nécessaire dans le respect des milieux, mais également à pouvoir avoir une approche de sobriété plus forte, d'optimisation des usages de l'eau. Alors pourquoi cela? Parce que sur la diapositive suivante, on se rend compte que le phénomène qui est déjà difficile maintenant, hélas, et c'est pas une bonne nouvelle, ne va pouvoir que s'accentuer. Donc on est sur une sorte de balance dont les fléaux jouent contre nous de deux manières défavorables. La première, c'est les besoins en eau. Les besoins en eau augmentent d'autant plus qu'il y a sécheresse. On s'accorde à penser qu'avec 1 degré de plus de température, on a 15% de plus d'évapotranspiration et à peu près 10% de moins d'infiltration pour reconstituer les nappes. C'est dire l'enjeu que cela peut donner. Et puis, par ailleurs, il y a plus de consommation parce qu'on est dans une logique de croissance démographique qui elle-même entraîne un petit peu plus de besoins. Et là, on voit sur cette diapositive que les ressources elles-mêmes, dans le temps, avec l'horizon 2070, auront tendance à s'épuiser dans des facteurs, on va dire, assez significatifs, de moins 20 à moins 50%. Donc, l'eau doit rentrer dans toutes les stratégies d'aménagement. Et sur la dernière diapositive, pour cette question qui mériterait une centaine de diapositives et de débats, mais c'est la dernière, est un zoom un petit peu plus local sur une région que nous affectionnons, qui est la région Occitanie, pour illustrer sur la partie en haut à gauche la pression urbaine, donc les développements sur le cordon littoral et sur l'étoile autour de Toulouse, et par ailleurs en superposition là où tombe l'eau. Et hélas, comme vous le voyez, l'eau ne tombe pas là où il y a le plus de population et renforce encore l'urgence à ce que aménagement et gestion de l'eau aillent de pair et que les métiers dialoguent entre eux. Merci Jean-François. Alors, Jean-François, j'aurais donc une petite question, peut-être pour lancer le débat. Donc, comme vous le savez très bien, donc avant, je dirais, l'avènement donc de l'urbanisme moderne, donc à la fin du 19e siècle, les villes en fait se développaient dans les zones où il y avait de l'eau. Et en fait, c'était les réseaux, donc les réseaux routiers, les réseaux d'eau, la terre fertile en fait, qui disons, former le squelette pour tout développement donc urbain. Donc, ce que j'aimerais donc peut-être vous demander, c'est dans quelle mesure, donc aujourd'hui, sur le territoire français, donc que vous connaissez très bien, mais aussi à l'international, en fait, quand on est face à un développement démographique, disons, très très rapide, et un développement donc économique aussi, dans quelle mesure est-ce que l'eau, en fait, disons, est un facteur déterminant dans la localisation de nouvelles villes ou de nouveaux quartiers? Mais disons que très concrètement, aujourd'hui, les règles d'urbanisme ont évolué et parmi ces règles-là est imposé, pour donner des autorisations de construire, des autorisations de lotir, de s'assurer quelque part que nous avons l'eau de nos ambitions, d'une part, et deuxièmement, la capacité à les traiter et avoir les stations d'épuration pour rejeter dans le milieu, éventuellement réutiliser, une eau dans des conditions satisfaisantes. Donc aujourd'hui, contrairement à une longue tradition, on ne peut pas construire n'importe où si l'on n'a pas la faculté d'avoir une alimentation durable. Alors, c'est des éléments qui viendront, je pense, dans la suite du débat, qui obligent à des éléments de planification et qui obligent aussi, sans doute, à innover davantage. C'est-à-dire là où, au fil du temps, au fil des civilisations, l'installation s'est plutôt fait à proximité des ressources en eau ou avec des adductions. On pense évidemment au pont du Gard avec l'adduction d'eau qui partait à proximité donc des Gardons pour venir jusqu'à Nîmes, avec le Castellum qui est un ouvrage répartiteur d'eau. Donc les Romains qui consommaient énormément d'eau, il faut le préciser, un Romain à peu près ça consommait 1000 litres d'eau par jour, là où même un Américain qui consomme beaucoup n'en consomme que 400 litres par jour. Un Français qui est beaucoup plus responsable que ceux que j'ai cités auparavant, et entre 100 et 200 litres. Donc
on voit que par rapport à cela, aujourd'hui, les règles d'urbanisme amènent effectivement à devoir réfléchir à la quantité d'eau, à la disponibilité de la ressource avant de construire. Mais j'ai bien aimé dans votre présentation, Aziza, la réponse aussi bottom-up, hein, si je puis dire, hein, c'est-à-dire que certes, hein, il faut vérifier la disponibilité, mais d'un autre côté, chacun individuellement, celui qui aménage, hein, celui aussi qui consomme l'eau, a sa part de responsabilité. Aujourd'hui, on pourrait raisonner en termes de partie prenante de l'eau, et j'aurais tendance à retourner la question, comment pouvons-nous, certes avec des démarches de planification, amont, certes avec des règles d'urbanisme, avec de la législation, et on est très fort en France pour faire des lois et règlements, comment pouvons-nous aussi avoir des approches sociales, sociétales, au travers de la culture que vous pouvez avoir dans des régions très diverses de la planète? Moi, je pense que c'est qu'une nouvelle forme de gouvernance doit se mettre en place. En fait, les formes de gouvernance que nous avons aujourd'hui ne sont plus donc appropriées au contexte, en fait, qui est le contexte de changement climatique, comme vous l'avez si bien souligné, donc qui amène un stress donc hydrique donc énorme dans plusieurs régions donc de France, mais aussi donc à travers le monde. Mais ce que je pense, c'est qu'au-delà de la nouvelle gouvernance, en fait, il faudrait qu'on réfléchisse en fait à des systèmes qui sont plus résilients aussi, parce que vous avez parlé des nouvelles lois qui obligent donc ou qui disons régulent l'emplacement, donc des nouveaux déplacements urbains, développement urbain. Mais ce que je souhaitais dire, c'est qu'on reste un petit peu otage de cette infrastructure qui date du 19e siècle, en fait, parce qu'elle est très lourde, elle est là, on l'a donc acceptée, elle est très efficace, mais elle est très efficace aujourd'hui parce qu'on a assez d'eau, je dirais, ou disons, on peut ramener assez d'eau, on a assez d'énergie aussi pour ramener une eau qui est plus lointaine, c'est-à-dire on n'est plus limité par une longueur d'aquaduc ou autre. Donc on peut en fait donc ramener de l'eau de loin, mais ça coûte en fait de l'énergie et puis de l'argent. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'il faudrait je dirais plutôt remettre en question le modèle technique, le modèle d'infrastructure, donc d'un côté, mais aussi le rôle de l'architecte urbaniste. Et en fait, ce que je voulais vous demander, c'est dans votre pratique de votre travail, quel rôle réel, donc de manière très transparente, joue l'architecte urbaniste dans le développement d'une vision? Est-ce qu'au final, est-ce qu'il n'est pas juste là pour appliquer une vision et des règles qu'il reçoit d'en haut? On dépasse un peu le temps qu'on avait accordé au débat, mais la question est très pertinente et intéressante, donc on répond et une très belle transition vers la question suivante. Donc Jean-François, je te laisse intervenir. Alors c'est une immense question parce que effectivement la difficulté c'est qu'on aurait tendance à dire oui évidemment il faut qu'il puisse être associé. Dans la réalité de la pratique, il est clair que l'urbaniste peut avoir tendance à intervenir plutôt en fin de cycle, même si je pondérerais cette approche au travers de la préparation des documents de programmation. Je pense notamment au SRADET que j'évoquais au début de mon propos, donc sur les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, dans lesquels toutes les parties prenantes ont capacité à co-construire le dispositif, à s'exprimer et à donner leur vision. Ensuite, dans les visions de gestion par bassin versant qui ont été développées au niveau du territoire national, notamment au travers de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, au travers des commissions locales de l'eau, la représentation de la composante urbanistique aménageur permet là aussi de rentrer dans les éléments de dialogue aux côtés des agriculteurs, des représentants des collectivités, pour pouvoir aussi s'exprimer. Puis enfin, sur les schémas de cohérence territoriale, où évidemment la part de l'urbaniste est prépondérante, systématiquement dans les SCOT qui eux-mêmes bénéficient ou se voient imposer un certain nombre de conditions prescriptives par le SRADET, eux-mêmes remettent en question la capacité d'aménager, d'urbaniser en fonction des ressources naturelles, en fonction de la capacité, comme je l'évoquais, d'avoir l'eau de ses ambitions. Alors c'est vrai que c'est des questions qui sont nouvelles et qui sont quelque part un petit peu angoissantes, puisque on considère que cette eau qui est censée être milieu naturel, qui est censée être abondante, comme l'air autour de nous, ne devrait pas être pénurique.
Et pour autant, on se rend compte que après un siècle de grandes technologies sur justement les grands systèmes d'adduction d'eau, les grands systèmes d'assainissement, qui a fondé d'ailleurs pour partie une filière de l'eau qui intervient à l'international au travers de différents dispositifs, on se rend compte que la technologie n'est pas la réponse à tout. On avait peut-être oublié que pour qu'il y ait de l'eau end of pipe, il faut qu'il y ait de l'eau au début du pipe. Et aujourd'hui, justement, cette question et cette approche à la fois multiscalaire, comme le disait Yelena, mais aussi cette approche de dialogue entre les différentes composantes est essentielle. Pour qu'il y ait résilience, il faut qu'il y ait capacité à s'adapter, il faut qu'il y ait capacité aussi à, on l'a pas trop évoqué, mais à atténuer les effets du changement climatique. Donc, si on devait classer les facteurs, pour nous, la première mère des batailles, c'est la réduction des gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que si la température continue à augmenter, il y aura plus de demandes en eau au niveau des plantes. La population continue à croître, donc des besoins alimentaires plus élevés. Juste pour donner un chiffre, sur le siècle dernier, quand la population a été multipliée par 3, la demande en eau a été multipliée par 6. Or, la tendance de l'humanité aujourd'hui est à se développer, donc vous pouvez faire la poursuite de la réflexion. Donc la mère des batailles, l'atténuation, moins de gaz à effet de serre pour pas aller plus loin. Je vois qu'Elena veut que je raccourcisse mon intervention, donc je vais être très focus. On a beaucoup de questions. Et ensuite, quoi qu'il en soit, une stratégie d'adaptation. Et quand on parle d'une stratégie d'adaptation, c'est toute une pluralité de plans d'action. La certitude aujourd'hui, c'est qu'il ne suffit pas de protéger les ressources pour pouvoir avoir une stratégie d'adaptation. Il faut que toutes les composantes prennent leur part au travail, ce qui pose la question de la coordination, de l'ordonnancement des facteurs. Mais ça, c'est la suite du webinaire. Alors, en effet, la pluridisciplinarité de l'eau est inépuisable. Et de l'expérience et de l'expérimentation. Donc, question suivante pour Jean-François Blanchet et Aziza Chaouni. Dans un contexte de tension croissante des ressources en eau dans nos régions d'Europe aujourd'hui, ne peut-on pas s'inspirer justement des solutions mises en œuvre, vous avez évoqué déjà certaines, dans des régions ayant appris de longue date à vivre et à innover dans la résilience? Est-ce que c'est déjà le cas? Peut-être Aziza, si tu veux commencer. Oui, bien sûr, oui. Donc, en fait, je pense qu'un transfert de connaissances peut être très fructueux donc, entre les régions européennes et les pays qui sont localisés principalement dans les régions arides et semi-arides, parce qu'elles n'ont d'autre choix que de s'adapter et d'inventer de nouvelles approches de gestion de l'eau. Donc, je souhaite peut-être commencer par clarifier pourquoi ce transfert de connaissances est si important et urgent aujourd'hui. Donc, première image. Oui, une petite vidéo, je pense. Donc, d'abord, comme l'a si bien souligné Jean-François déjà dans la première question, notre planète souffre d'une crise climatique donc à l'échelle globale parce que on a de plus en plus de pays dans le monde qui sont sujets donc à un stress hydrique, donc c'est-à-dire à des périodes durant lesquelles la demande dépasse la quantité d'eau disponible ou lorsqu'une pauvre qualité d'eau en limite l'usage. Donc on parle réellement de stress hydrique lorsqu'on a une disponibilité en eau par an et par habitant qui est inférieure à 1700 mètres cubes. Donc à titre d'exemple, aujourd'hui, donc 17 pays, donc de l'Inde à l'Espagne, au Botswana, à l'Iran, traversent un stress hydrique intense. Donc dans la partie donc inférieure de l'image, donc à gauche, vous pouvez bien voir que plusieurs mégapoles de plus de 10 millions d'habitants sont déjà confrontés à de graves pénuries d'eau, donc notamment Sao Paulo au Brésil, Chennai en Inde ou le Cap en Afrique. Donc, quels outils pour la gestion de l'eau pouvons-nous apprendre donc, de ces pays ou de ces pays qui traversent des pénuries d'eau déjà depuis des décennies? Donc, un élément clé à retenir donc, de ces pays ou des pays arides est celui d'élargir la définition de l'eau disponible. Donc, ajoutant aux eaux souterraines, aux eaux de pluie et à celles des barrages que nous connaissons tous, les eaux usées, noires et grises, l'eau saline, le brouillard ou l'humidité ambiante, entre autres. Donc, par exemple, pourquoi ne pas réutiliser les eaux usées et leur processus de traitement à grande échelle de manière innovante afin d'améliorer nos espaces urbains défaillants. Donc, je vais vous montrer un exemple. Image, s'il vous plaît, suivant. Oui, image suivante.
Donc, c'est la ville, l'image suivante qui devrait arriver. Voilà, donc c'est l'image donc de la ville de Riyad, donc en Arabie Saoudite, qui a fait en fait le pari donc de répondre donc à cette problématique à travers son projet de Wadi Hanifa, qui est une rivière, Tari, qui est située donc à la sortie de la ville de Riyad, qui a été métamorphosée par les paysagistes torontois, Boreyama et Teshima, et les ingénieurs de Bureau Apple, grâce à une technique de phytoremédiation, donc c'est de décontamination par les plantes, donc qui traite chaque jour 350 000 mètres cubes d'eau usée, qui proviennent tous donc de la ville, à des fins d'irriguer un parc urbain et de terrains agricoles. Donc Wadi Hanifa est le parc urbain le plus grand de la ville de Riyad et il est très très fortement donc utilisé. Je dirais que c'est l'espace public extérieur majeur donc de la ville. Ce projet donc démontre bien que non seulement les eaux usées, mais aussi leur processus de traitement peuvent devenir des acteurs à part entière donc de la création donc de la ville, et c'est parce qu'ils peuvent créer des espaces verts et de loisirs, et ils renforcent aussi des écosystèmes fragilisés, parce que la rivière Wadi Hanifa par exemple ici n'avait plus aucune plante ou être vivant. Suivant, donc à une échelle plus petite, donc je souhaiterais donc citer le collecteur d'eau Vena, qui est une petite tourelle qui s'inspire des techniques qu'utilise le cactus pour capter et retenir l'humidité ambiante. Suivante, donc c'est grâce en fait à des lamelles en cuivre, image suivante, oui, qui sont reliées, donc ces tourelles à des lamelles en cuivre qui sont reliées à un puits souterrain refroidissant. Donc Vena arrive à changer l'état de l'eau, donc de vapeur à liquide. Donc vous pouvez imaginer donc comment cet outil auquel on peut intégrer du mobilier urbain peut se déployer donc à grande échelle dans nos villes, donc comme ici, comme vous pouvez le voir à gauche, au Yémen. Enfin, donc je vais finir en vous citant un autre outil primordial donc à mes yeux, qui est donc à retenir des pays arides, qui est l'utilisation de différentes qualités d'eau pour différents usages. Donc cela peut paraître évident, mais aujourd'hui nous utilisons donc de l'eau potable, donc qui a été traitée à grand coût pour tous nos usages domestiques, donc indépendamment des besoins réels en qualité d'eau. En effet, est-ce qu'on peut se questionner, est-ce que l'eau avec laquelle nous cuisinons ou que nous buvons, est-ce qu'elle doit être de la même qualité que l'eau utilisée pour les chasses d'eau pour irriguer notre jardin? Donc, à titre d'exemple, l'Australie, une partie de la Californie, en Israël en l'occurrence, ont mis en place des lois qui interdisent d'irriguer son jardin avec de l'eau potable, aussi de nettoyer sa voiture. Donc, un autre exemple qui est dans l'État de l'Australie du Sud, qui est sujet à des pénuries d'eau prolongées et où j'ai travaillé, où il y a une urbanisation qui est très éclatée, des réservoirs d'eau de pluie, des systèmes de plomberie double, c'est-à-dire il y en a un pour l'eau potable et un pour les eaux traitées, sont obligatoires dans toutes les maisons. Et enfin, je vais finir avec Israël, où 72% des eaux usées sont traitées et réutilisées pour l'irrigation, dont l'irrigation de l'agriculture. Donc, on voit bien ici que des régulations, des lois d'ordre national ou régional permettent l'optimisation de chaque goutte d'eau disponible. Voilà, je vais en finir ici. Jean-François, tes exemples et tes références? Ben déjà, sur la présentation d'Aziza, je n'aurais pas d'éléments de controverse, mais j'aurais plutôt des éléments pour abonder, accentuer dans le même sens qu'a évoqué Aziza, notamment par le fait que l'eau aujourd'hui est un élément dans un nexus beaucoup plus complet qui associe au-delà de l'eau l'énergie, l'agriculture et on pourrait sans doute penser aujourd'hui la santé. Dans ce nexus-là, les éléments sont en interrelation, en interconnexion. On le voit puisque certaines approches où on peut avoir de l'eau stagnante dans certaines cités amènent des développements au niveau de moustiques qui eux-mêmes dans des zones méditerranéennes amènent des maladies telles que le chikungunya, le West Nile, la dengue, voilà, qui n'étaient pas spécialement des maladies infectieuses que l'on retrouvait en tout cas dans la partie nord de la Méditerranée. Donc tout ça nous amène à avoir une vision très globale, même si les actions doivent être locales. Donc sur la présentation qui devrait apparaître à l'écran, soon as possible, voilà. Je reprendrai dans une version
commenter un petit peu différemment, mais avec la même source, l'illustration au niveau mondial, parce que le phénomène est global, hein, comme nous venons de l'évoquer. Là, cette diapositive, en fait, n'est pas une représentation comme celle d'Aziza sur la taille, hein, des mégapoles, hein, qui sont affectés par le stress hydrique, mais le nombre de mois cumulés dans lequel il peut y avoir un manque de ressources en eau. Et on voit que globalement, tous les pays sont concernés par pratiquement au moins un mois dans lequel l'eau est pénurique. Et donc, ça pose la question de la résilience, c'est-à-dire de l'adaptation des activités humaines, économiques, sociales, d'ailleurs, au sens large, pour pouvoir continuer à fonctionner normalement, ou dit autrement, quel est le coût que peut se porter la collectivité dès lors que, en accentuant, elle est à 10 mois, 11 mois, 12 mois avec un facteur de manque d'eau. On voit que là, ça peut être extrêmement contraignant en termes de développement. Et aujourd'hui, c'est pratiquement 1 milliard de personnes sur Terre qui n'ont pas un accès à l'eau régulier en matière d'eau potable et également en matière d'assainissement, ce qui là aussi retentit sur la santé. Sur la diapositive suivante, on illustre, lorsqu'elle apparaîtra, voilà, la notion de stress hydrique, mais cette fois-ci en projection. Donc, alors c'est un petit peu des diapositives pour se faire peur. Le problème, c'est que c'est la réalité. C'est bien comme ça que le scénario prospectif, hein, est en train d'évoluer. Et là, on voit que la plupart, hein, des grands pays qui, de fait, sont dépendants en eau, donc les États-Unis, la Chine, l'Inde, hein, le Pakistan, sont aujourd'hui sur, hein, des difficultés qui sont déjà présentes. On l'a vu sur la diapositive, hein, précédente, mais qui vont encore davantage s'accentuer. Ce qui pose la question de l'adaptation. Pour un certain nombre d'entre eux, c'est réaliser des grands transferts. Ça a été le cas au niveau du Colorado. C'est le cas également au niveau de la Chine aujourd'hui, aussi avec, des relations qui peuvent être tendues, par exemple, dans les relations entre la Chine et l'Inde, avec des détournements de grands fleuves, à la source. Donc, on voit que cette approche, qui est une approche ressources, retentit assez rapidement sur des approches géostratégiques, surtout quand on sait que 1700 grands fleuves sont transfrontaliers et qu'on s'accorde à penser que 300 d'entre eux aujourd'hui posent des problèmes de riverainté et que le nombre d'accords internationaux permettant de régir des relations harmonieuses, hein, sur ces grands hydrosystèmes n'est pas suffisamment développé. Sur la diapositive, suivante, après avoir évoqué les enjeux dans leur globalité, je reviendrai sur ce qu'évoquait Aziza, qui est la réutilisation des eaux usées. Alors, la réutilisation des eaux usées, tout le monde en parle. C'est pas un scoop, voilà. La difficulté, c'est que tout le monde en parle, mais peu agissent. Au niveau global, 4% à peu près des eaux réutilisées planétaires, enfin des eaux usées, sont à la fois traitées et réutilisées. Donc on voit que l'enjeu est colossal. Si on prend la France, parce qu'on se targue un petit peu au niveau de l'école française de l'eau d'être très très avancée, aujourd'hui c'est 0,2% des eaux usées qui sont réutilisées sur à peu près 120 projets. Donc on voit qu'il y a un énorme pari, je dirais, pour pouvoir faire mieux, d'autant quand on regarde nos voisins directs, hein, l'Italie est à 8%, l'Espagne est à 12%, donc on voit les marges de progrès au sein même de l'Europe. Là, sur ce projet, c'est un projet qui nous tenait à cœur puisqu'on l'a mené avec, l'autorité palestinienne de l'eau sur un territoire sensible, en Cisjordanie, donc sur une ville qui s'appelle Tayassir, qui était un enjeu de 40 000 habitants et pour lequel la réutilisation des eaux usées permettait de soutenir à la fois des usages eau potable et agricoles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, associer de l'eau usée retraitée à de l'eau potable, ça peut apparaître iconoclaste. N'oublions pas que sur la Station spatiale internationale, l'eau qui est consommée le matin sous forme de thé part, l'après-midi plutôt sous forme urine et revient le lendemain matin pour le rasage, etc. Et c'est à peu près toujours la même quantité d'eau qui évolue. Si on prend de manière un peu moins aérienne, de manière plus terrestre, la ville, par exemple, de Windhoek, qui est la capitale de la Namibie, c'est 400 000 habitants qui consomment de l'eau potable à partir d'une station de réutilisation des eaux traitées. Donc, on voit qu'il y a des barrières mentales à faire tomber pour pouvoir, là aussi, limiter la pression sur les ressources en utilisant 2 fois la même eau, voire un petit peu plus. Et sur la dernière diapositive,
Ce qui nous apparaît également important, au-delà du fait d'avoir une responsabilité sur les usages, sur le fait de pouvoir réutiliser ce qui est indispensable, il y a aussi le fait de pouvoir s'écouter et s'entendre. Et pour cela, je dirais, toutes les initiatives en matière de gestion intégrée des ressources en eau sont des éléments essentiels. Aujourd'hui, avec la pression sur la ressource, il y aura, on va dire, une relative tendance à ce que les pays essayent de stocker l'eau en amont. Ça a été le cas, par exemple, de la Turquie avec le barrage d'Atatürk qui influence l'Euphrate, qui lui-même dessert la Syrie et l'Irak. Et on a vu ô combien il était compliqué de pouvoir partager cette ressource qui pourtant fait pratiquement 50 milliards de mètres cubes stockés. Et quand on arrive en Irak, il ne reste pas beaucoup d'eau au niveau de l'Euphrate. Donc c'est un enjeu colossal. Là, pour donner une illustration que le groupe BRL, avec sa filiale BRL Ingénierie, a développée, concerne l'apport auprès de l'Institut du bassin, l'initiative du bassin du Nil, et un certain nombre de schémas stratégiques de gestion des ressources qui ont été mis en place. Alors, je sais que ça fait assez gestion par l'amont, ça fait assez approche centralisée, mais de notre côté, ce ne sont pas justement que des approches de planification, ce sont aussi des approches de concertation, de dialogue avec l'ensemble des parties prenantes locales pour se dire comment cette ressource, d'abord la qualifier, je dirais quelle quantité, je dirais quelle régularité, et aussi quelle allocation lui donner pour produire de l'énergie, pour rentrer dans des process industriels, pour partir dans l'agriculture, parce que l'agriculture irriguée permet de produire 2 à 5 fois plus. Je ne vais pas aller plus loin parce que ça sera certainement dans nos éléments de dialogue tous ensemble qu'on pourra échanger. Je voulais vraiment insister sur ce sujet parce qu'on ne peut pas simplement dire consommons mieux à l'aval et ça sera suffisant, réutilisons les eaux usées et ça sera suffisant. Avant tout, si l'eau est un patrimoine commun, il faut savoir se mettre d'accord sur les règles de l'usage, sur les règles de répartition et sur la manière de se dire tous ensemble, nous devons dialoguer sur ce sujet. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est peut-être on pourrait partir sur cette phrase en fait en anglais qui est All of tomorrow is water, c'est-à-dire que l'essence de demain c'est l'eau en fait, et aussi que les guerres futures seront des guerres donc autour de l'eau, parce que comme vous l'avez bien montré dans votre diapositive, donc de plus en plus de pays dans un avenir en fait très proche vont souffrir de carence en eau, comme vous l'avez dit aussi, de nombreux fleuves et de nombreux bassins versants, donc je ne me rappelle plus le pourcentage exact, mais sont partagés entre différents pays. Je pense que en Europe, donc tant que l'Europe existe encore, vous avez donc un avantage de pouvoir collaborer de manière plus fluide, mais dans d'autres cas, comme en Afrique ou comme je dirais au Moyen-Orient, dans des endroits qui sont déjà donc très arides et très sensibles, comme entre Israël, la Palestine et la Jordanie, qui ont déjà de nombreux conflits d'ordre politique, mais aussi aujourd'hui, je pense que vous le savez très bien, des conflits dus à l'eau. Les nappes phréatiques, en fait, sont partagées entre différents pays. Entre le Maroc et l'Algérie ont des problèmes similaires, alors que la frontière entre les deux pays sont fermées donc aujourd'hui. Donc, comment, en fait, collaborer? Je n'aimerais pas être le prophet of doom, c'est-à-dire ramener une panique, mais je pense que la dimension géopolitique est très importante. Et comment donc pouvons-nous apprendre, disons, de pays qui sont déjà arides, qui souffrent déjà de pénurie et qui doivent dialoguer entre eux? Alors c'est vrai qu'on est sur un sujet qui est absolument essentiel parce qu'il est de l'ordre de l'humanité. En clair, pour vivre, on a besoin d'eau. Pour pouvoir se nourrir, on a besoin d'eau. Pour pouvoir avoir des conditions de santé à peu près acceptables et lutter contre un certain nombre de maladies, il y a besoin d'une eau qui soit d'une certaine qualité et il y a besoin d'infrastructures. Donc, comme on l'a vu, la tendance joue clairement contre nous. Le dérèglement climatique qui est à l'œuvre a tendance à appauvrir les ressources et les usages par ailleurs ne sont pas toujours responsables. Par rapport à ce que vous évoquez, Aziza, si on prend la partie Afrique du Nord et Moyen-Orient, on s'accorde à penser que près des 2/3 des ressources ont été épuisées sur les 40 dernières années. 2/3 des ressources. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on puise dans des aquifères qui sont des aquifères patrimoniaux avec des temps de renouvellement très longs. On pense notamment dans des secteurs comme celui de la Libye, où il y a eu des approvisionnements dans des nappes, notamment pour alimenter Tripoli, avec The Great Maidman River, qui était un grand projet qu'avait porté Kadhafi pour alimenter Tripoli, au détriment d'une vision patrimoniale.
Donc, quand on présente les choses ainsi, c'est clair qu'il y a une sorte de vide abyssal et on commence à frémir. Moi, j'aurais tendance à avoir une vision peut-être un peu plus optimiste, c'est-à-dire que la notion de conflit et de conflit potentiellement armé entre pays serait l'échec de ce qu'il y aurait en amont, à savoir la coopération et la concertation. Aujourd'hui, l'or bleu, pour reprendre la métaphore par rapport au pétrole, l'or bleu est tellement indispensable que nul ne peut se permettre d'avoir des conflits sur le sujet. D'ailleurs, au fil de l'histoire, il y a eu relativement peu de conflits liés à l'eau, même s'il y a eu beaucoup de détournements de ressources en eau à son profit par un certain nombre d'États. Ceci étant, c'est vrai également en Europe, c'est vrai entre communes qui quelquefois ont des relations difficiles, même sur le territoire national, dès lors qu'on touche à, entre guillemets, l'euro. Il y a un côté un petit peu Jean de Florette lorsqu'on parle de l'eau au niveau du territoire, parce qu'il y a tout un imaginaire qui, Yelena le rappelait dans sa présentation, qui marque avec le liquide amniotique de base qui est l'eau. Pour revenir et focuser sur la question, aujourd'hui, il y a réellement des outils qui sont développés pour pouvoir développer des stratégies de concertation, des stratégies de coopération. Donc le débat, c'est est-ce qu'on laisse à la seule initiative des États concernés le fait de le mettre en place, ou est-ce que à la faveur des mouvements financiers, des apports que peuvent apporter les grands bailleurs internationaux, par ailleurs également les Nations Unies, sous-tendre le fait qu'il y a obligation préalablement de mettre en place un certain nombre de chartes, un certain nombre d'accords. Aujourd'hui, sur les grands systèmes, les grands hydrosystèmes internationaux, on a de plus en plus d'accords qui commencent à se mettre en place. On collabore au niveau de BRL Ingénierie sur un certain nombre d'entre eux. C'est compliqué, mais une fois que tout le monde se met autour de la table, on se rend compte finalement que la capacité à trouver des lignes, on va dire positives, une manière de dialoguer et de monitorer là, ce dialogue peut être entrepris. Très bien. Alors, j'aimerais peut-être, avant de finir, juste faire un tout petit commentaire. C'est sur une des technologies qui est utilisée beaucoup dans les pays arides, mais qui est très controversée, donc à bien des égards. J'aimerais juste finir par ça, c'est la désalinisation. Et donc, voilà, parce que ça demande beaucoup d'énergie et ça a un impact sur les milieux donc, aquatiques. Voilà, donc je voulais donc simplement finir sur ça, Yelena. Alors, oui, juste pour rebondir, Yelena. Juste pour rebondir. On a pris du retard et on a beaucoup de questions. Le public est très actif, donc je veux juste. Voilà, tant pis. On aura le temps de revenir après. Oui. En fait, justement, il y avait une question qui concernait la désalinisation, l'utilisation de l'eau de mer. Voilà. Donc, il y avait déjà une question sur le sujet. On va revenir. On y reprendra plus tard. Beaucoup de questions. Le thème est inépuisable. Donc, il y a une évidence, l'attractivité de l'eau va de pair avec sa rareté. C'est ce que on entend de vos échanges, mais le risque de l'eau peut-il devenir une opportunité pour l'aménagement d'un territoire? Julien Bertrand, avec ton témoignage, je te laisse la parole pour nous en parler, pour nous en dire plus. Oui, très bien. Écoutez, d'abord, je mettrai en avant qu'il y a une relation très forte entre les territoires et l'eau, ce qui me permet d'ailleurs de convoquer ici la géographie et effectivement de rendre évident, et on peut le voir dans la diapositive que j'avais préparée, c'est que d'abord l'eau forme un peu une ADN des territoires et des villes, et que cet élément a été à la source d'une très forte attractivité au cours de notre histoire, puisque en fait, nous cumulons des villes d'eau, des villes de port, et il y a la relation de l'eau douce et de l'eau salée. Et moi, ce qui me marque aujourd'hui dans nos métiers, dans notre profession, l'urbanisme, donc, c'est que cette attractivité, c'est une forme de renaissance quand même de la présence de l'eau dans les villes. A contrario, d'ailleurs, à rebours de tout ce qui s'est passé au cours des époques modernistes où le moindre fleuve était prétexte ou sujet à la réalisation d'infrastructures qui pouvaient être des hiatus ou des césures entre la ville et leur fleuve. Aujourd'hui, les villes redécouvrent leur milieu aquatique et même les mettent en avant avec, par exemple, à Bâle, l'idée que le Rhin est un support de baignade intéressant, qu'on a des relations qui sont aujourd'hui appelées fluvestres, donc
ce lien entre le fleuve, l'eau et la ville, que visiter Stockholm, c'est l'occasion d'aller se baigner dans une ville sur la mer. Voilà, donc il y a cette forme d'attractivité de l'eau, et cette renaissance, elle passe aussi à travers, on va dire, la visibilité à nouveau de l'eau dans les espaces urbains, y compris ruraux d'ailleurs. Jean-François, j'ai tiré cette photo de Graveson et du canal des Alpines. En haut, on était dans, on va dire, une carte postale de Provence au début du XXe siècle. Et puis, il faut savoir que dans les années 60 aux années 90, on n'a rien trouvé de mieux que de couvrir ce canal, hein, pour finalement cacher cette eau qu'on ne saurait voir, et que récemment le village a retrouvé effectivement un des éléments de son identité. Donc l'eau, c'est de l'identité, il y a un patrimoine de l'eau, il y a effectivement, on va dire, un élément qui est moteur. Mais d'ailleurs, cette attractivité de l'eau va à ce qu'aujourd'hui, d'ailleurs, des thèmes qui étaient hier des atouts, maison pied dans l'eau, voilà, ou vue directement sur l'eau. Et aujourd'hui, la limite par rapport justement au changement climatique et on va dire à la récurrence des événements sévères en particulier. Je vais amener un retour d'expérience sur ces espaces estuaires méditerranéens qui sont particulièrement concernés par les évolutions climatiques, pose la question de savoir si ces villes d'eau, ces territoires hyper attractifs, ont encore la possibilité de demain d'avoir de la capacité d'accueil, de continuer à se développer. Donc c'est l'exemple que j'ai mis sur la diapositive d'après, Thierry. Ah, c'est le cas, par exemple, d'une plaine estuaire, qui est une plaine estuaire que tout le monde connaît, puisque c'est l'agglomération de Cannes, pays de l'Érins, avec un fleuve côtier. On voit sur une des cartes, hein, qui est parmi les fleuves côtiers, ce système mar-alpin extrêmement vif en matière de ruissellement et de dynamique, où d'ailleurs, et c'est assez amusant parce que là on peut à nouveau convoquer la planification, on avait prévu donc depuis les années 70 et jusqu'à la fin des années 90 d'avoir finalement des espaces urbanisés nouveaux dans cette vallée de la Siagne. Il y a un espace en plus agricole extraordinaire qui est aujourd'hui plus ou moins associé à la démarche UNESCO en cours sur les îles de l'Érins, et que finalement par le risque et notamment par l'occurrence de l'inondation, petit à petit par la planification de l'eau, dont l'État d'ailleurs est le seul finalement responsable aujourd'hui administrativement, parce que c'était un des premiers territoires à être doté de plans de prévention des risques après la loi Barnier de 1995. Finalement, c'est fermé, ce qui a à l'urbanisation, et c'est heureux d'ailleurs, puisque nous permet aujourd'hui de protéger ce patrimoine, et évidemment la place de cette plaine, qui était en fait une énorme zone d'expansion de crue, est en train de devenir dans le schéma de cohérence territoriale quasiment finalisé, qui devrait être aujourd'hui en enquête publique, mais la crise sanitaire nous a retardé dans le calendrier, devait évidemment avoir une nouvelle vocation, celle non plus d'un vase d'expansion de l'urbanisation, mais plutôt voilà, une notion d'aération, de poumon vert, de parc agricole métropolitain. Et donc, c'est assez intéressant finalement cette inversion du regard, de se dire que finalement, un peu à l'image de ce qui s'est fait sur d'autres spots exemplaires sur la façade méditerranéenne, l'agricole, le vert, le vide, finalement, maintient le plein. Donc, une dernière diapositive, Yelena, pour ce témoignage, c'est que effectivement, comme l'a dit Jean-François, aujourd'hui, en démarche de planification, d'abord, il y a des méthodologies qu'on doit mettre en place, qui est cette première méthodologie qui convoque à la fois l'espace et le temps, hein, dans la matrice qu'on expliquera, et puis le deuxième temps, un exemple d'une démarche qui est gagnant-gagnant, comme un des termes qu'on a évoqués. Donc, premièrement, sur la méthodologie, il y a deux dimensions dans l'aménagement et l'eau aujourd'hui face aux risques. Hein, donc, la première est celle de la prévention, qui est d'ailleurs plus souvent associée au domaine de la planification. Et puis, donc, c'est en fait anticiper, être vigilant, préparer. D'ailleurs, le président de la République, dans son allocution lundi soir, a vraiment mis en avant le sens et l'importance de retrouver ces principes de planification dans notre pays. Et puis, on peut également envisager de corriger les erreurs sur la dimension du curatif. Mais évidemment, ça amène deux échelles spatiales qui sont la planification et l'opérationnel. Et dans le schéma que j'ai mis à droite,
effectivement, on peut voir qu'on peut combiner l'ensemble de ces solutions pour arriver à des éléments qui sont concrets. Hein. Et dans les documents d'urbanisme que nous avons réalisés sur cette plaine histoire de la Siagne, Cannes et Mandelieu-la-Napoule en particulier, et des volets extrêmement innovants qui ont été mis en avant dans les PLU récemment approuvés. Puis, dernier aspect, effectivement, pour opérer dans ces territoires un peu saturés en termes de capacité d'accueil, c'est le principe de ce qu'on appelle aujourd'hui la densification positive que nous, on souhaite mettre en avant, c'est-à-dire le fait qu'effectivement, l'urbanisme moderne, et y compris d'ailleurs contemporain, a procédé à des imperméabilisations exagérées, a procédé à, on va dire, une remise en cause d'espaces emblématiques. Et le principe de densification positive, c'est sur un espace de mutabilité et de renouvellement urbain, de proposer par une optimisation de l'existant un principe gagnant-gagnant qui est celui de dire je vous laisse reprendre un tiers d'urbanisation supplémentaire ou de construction sur les espaces déjà artificialisés, sous réserve que vous mettiez en œuvre un principe de désimperméabilisation. C'est bien ce qui est au cœur des SRADET, hein, Jean-François, aujourd'hui, c'est la désimperméabilisation. C'est, je pense d'ailleurs, une des clés d'entrée du futur processus zéro artificialisation nette. C'est un moyen, et j'ai fini, Elena, c'est un moyen, je pense, de retrouver aussi de la nature en ville, hein, et de redonner de la trappe verte et de la trame bleue et des paysages à des espaces qui ont été sacrifiés, en particulier ces grandes zones d'activité, ces grandes zones commerciales qui sont finalement des espaces sous-densifiés aujourd'hui en termes d'usage, y compris d'ailleurs de valeur ajoutée produite. C'est donc finalement une des solutions de demain par rapport à un risque de créer une opportunité d'un meilleur aménagement. Merci. Merci beaucoup, Julien. Nous l'avons vu, donc les formes de l'eau sont multiples, tout comme les appréhensions de cet objet. L'eau, source de vie aux propriétés physiques inégalées, n'a jamais cessé de susciter la curiosité de l'ingénieur, du sociologue, du biologiste, de l'économiste, du juriste, de l'urbaniste, de l'architecte et de tant d'autres. Tantôt ressources épuisables, tantôt menaces, tantôt encore décharges à ciel ouvert, nous l'avons vu. Les préoccupations liées à l'eau se diversifient, sa rareté, risque, pollution, l'économie également, rendant sa gestion très complexe. Quid de la planification? On a entendu l'intervention de Julien Bertrand face au constat de la complexification des enjeux liés à l'eau. Existe-t-il aujourd'hui des outils permettant de prendre en compte les différents aspects de l'eau et les problématiques qu'elle sous-tend? Comment on sait si ces outils n'existent pas ou n'existent pas encore? Quels moyens peut-on nous donner? La sortie de la crise sanitaire contribuera certainement à ce renouveau de l'approche. Donc, je vous laisse intervenir, Aziza Chaouni, si tu souhaites. Oui, bien sûr, Yelena. Donc, je dirais que, à mes yeux, un des outils essentiels est sans doute aujourd'hui la gestion intégrée de l'eau par bassin versant, donc qui est un mode de gestion considérant l'ensemble des activités qui ont un impact sur la ressource eau, donc à l'intérieur d'un bassin versant. Donc, cette méthode, en fait, fait fi des frontières donc, administratives et étatiques et tient en compte l'ensemble donc, des usages, des usagers et des acteurs donc, dans un processus de concertation. Donc, et toutes ces personnes ont bien entendu un impact sur la ressource eau. Donc, en fait, elle permet d'avoir une vision globale et de connaître les effets cumulatifs des activités sur la ressource eau, donc activités domestiques, industrielles, agricoles, etc. Donc, aujourd'hui, cette méthode est devenue courante, mais cependant, je dirais que l'arrimage de la gestion intégrée de l'eau au plan d'aménagement territoriaux et urbains reste laborieuse, tout du moins au Canada, où je vis et travaille. Donc, en effet, malgré que l'ensemble des principaux bassins versants canadiens, et qui sont énormes en fait, sont tous dotés d'un plan directeur de l'eau, donc que je vais appeler PDE, la gestion intégrée de cette ressource s'opérationnalise en fait très lentement. Donc, paradoxalement, alors que les villes et les municipalités sont les premiers utilisateurs et gestionnaires des ressources en eau, les premiers PDE ont mis plus de 10 ans à trouver écho dans le monde municipal, donc au Canada. Donc, est-ce un problème d'échelle territoriale? Est-ce que ces bassins versants sont trop grands?
Est-ce que c'était à cause d'un faible engagement de la part des administrateurs et des élus, ou encore est-ce une mauvaise compréhension des buts visés par les PDE? Est-ce que chacun a différents langages, que les PDE et les plans d'aménagement ont différentes ambitions et ont différents langages? Donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, rares sont les régions et les municipalités canadiennes qui ont investi dans la mise en œuvre des PDE. Ils vont en prendre les conclusions, mais ils ne vont pas les mettre en parallèle et les harmoniser donc avec les plans d'aménagement. Donc, en fait, on voit très bien qu'il y a un très grand besoin d'arrimage et une harmonisation, comme je l'ai déjà dit, dans le temps et dans l'espace, donc entre ces plans directeurs d'eau et les plans d'aménagement. Et les architectes urbanistes, bien entendu, ont un rôle très vital à jouer dans cette liaison qui souvent est laissée à des techniciens. Je n'ai rien contre les techniciens, je suis ingénieur moi-même, mais je dirais qu'on devrait laisser un petit peu plus de place aux architectes urbanistes. Donc, j'aimerais aussi pousser cette idée juste un tout petit peu plus loin, en suggérant en fait que nous, les architectes urbanistes aujourd'hui, devons accepter en quelque sorte que la logique de développement des réseaux de la gestion de l'eau détermine celle du développement du territoire en même temps qu'elle l'intègre. Donc, je vais, image, s'il vous plaît. Je pense que je n'ai pas de meilleur exemple à partager avec vous pour illustrer cette approche que les oasis subsahariennes, en particulier celles au Maroc, donc que j'étudie, et où les logiques urbaines et architecturales s'articulent autour des ressources en eau qui sont très limitées, ainsi que de leur valorisation. Donc, l'intégration, comme vous pouvez le voir, entre paysage productif, qui est l'oasis, la topographie, les ressources en eau, qui est ici la rivière que vous pouvez voir au fond de la vallée, et le bâti très dense et compact des casbahs en terre est flagrant. Chaque entité est dans l'autre à établir un équilibre. Image suivante, s'il vous plaît. Donc, l'humain est central dans ce modèle, car il gère et autorégule en communauté l'allocation de l'eau selon ses besoins. Image suivante. Et les oasis avoisinantes s'éparpillent donc le long de la vallée selon du drap ici, donc selon les ressources en eau disponibles et les terres arables, de manière à ne pas mettre en péril tout le territoire. Donc cet exemple oasien ne doit pas être vu comme un frein au développement, mais simplement comme un modèle, une métaphore où la gestion des ressources en eau se fait par la demande de manière participative, intégrée et territorialisée. Donc, je répète bien, je pense qu'il y a ces 3 points essentiels qui sont par la demande, participative et intégrée et territorialisée. Enfin, j'aimerais finir, Yelena, en mentionnant donc un dernier outil qui nous permettrait d'assurer la résilience de nos territoires vis-à-vis de nos ressources en zone eau, qui est la diversification des réseaux d'eau potable et d'eau en général, en les étendant à des réseaux autonomes, décentralisés et organisés par quartier ou par habitation. Bien entendu, il faudrait qu'il y ait des lois qui puissent aider à mettre en place ce nouveau modèle. Donc, ces nouveaux réseaux pourraient s'autosuffire pour collecter, traiter et redistribuer l'eau quand le système centralisé ne peut plus subvenir aux besoins ou quand il n'y a simplement pas d'autre solution. Donc, c'est un petit peu le modèle oasien qui serait appliqué à nos villes contemporaines. Image suivante, s'il vous plaît. Donc, pour illustrer mes propos et pour finir, je propose ce projet qui a été commandité pour mon livre Out of Water, qui a été mentionné par Yelena. C'est un projet qui imagine la ville de demain dans un état d'Arizona futur sans eau, ce qui risque d'arriver très prochainement, où le modèle d'étalement horizontal tentaculaire des banlieues est supplanté par une ville souterraine dont la forme est la conséquence directe des besoins en eau, celle qui est celle de réservoirs d'eau géants qui servent de stockage et génèrent aussi des microclimats fort cléments. Image suivante pour finir, et voilà, je m'arrêterai là. Donc, c'est la vue souterraine. C'est la vue donc à l'intérieur de ces villes souterraines, ces villes réservoirs, voilà. Merci Aziza. Jean-François, sur la planification. Alors tout d'abord, je voudrais réagir sur la présentation d'Aziza qui
qui quelque part nous donne beaucoup d'espoir parce qu'elle montre qu'il y a des stratégies d'adaptation qui peuvent fonctionner dès lors qu'elles sont pensées à la bonne échelle et en mobilisant l'ensemble des ressources locales. Et parmi ces ressources, tout simplement l'humain qui depuis des millénaires apprend à vivre, notamment là où l'eau est rare, ce qui oblige justement à innover et à s'adapter pour pouvoir durer. J'ai beaucoup aimé l'image de l'Arizona. Ça m'a évoqué pratiquement un livre de Frank Herbert, Dune, où déjà il y avait une relation à l'eau, parce que je rappelle que dedans la transpiration était récupérée et recyclée pour permettre à ceux qui vivaient dans leur scaphandre de continuer à vivre. Donc on était déjà dans une forme d'économie circulaire liée à l'eau et les deux mises en parallèle, dialoguaient, me semble-t-il. Et transpiration. Exactement, exactement. Donc c'est pour ça, je pense qu'on est bien dans cette filiation-là. Alors la planification, je dirais, elle est indispensable. On l'a vu dès lors qu'on est sur des phénomènes où on a à la fois plus de besoins parce que plus de population, donc plus d'eau potable et plus d'alimentation, donc plus d'eau vers l'agriculture. Je rappelle qu'au niveau mondial, 70% des consommations en eau sont destinées à l'agriculture et que d'un autre côté, le dérèglement climatique nous amène à avoir moins de ressources. Évidemment, avec cette double tension, il est indispensable de pouvoir être dans une planification. Donc le problème n'est pas la planification, le problème est la qualité de la planification et qui associe-t-elle, ce qui suppose de pouvoir se livrer à des exercices notamment prospectifs qui permettent de définir comment les futurs peuvent se dérouler selon différents scénarios. On va peut-être avoir la diapositive en support, peut-être après, parce que ça, voilà exactement. Donc, dans ces visions prospectives, aujourd'hui, sont développées de plus en plus des prospectives de filières. Là, dans le cas d'espèces, des prospectives liées à l'eau qui ont été mises en œuvre pour illustration, là, dans mon propos sur la région Occitanie, avec des démarches justement d'état des lieux et de qualité des ressources des milieux aquatiques qui étaient portées par la région Occitanie, soutenue par l'Agence de l'eau, des approches également de schémas directeurs départementalisés sur le thème de l'eau. C'était le cas dans le Gard, l'Hérault, l'Aude. Donc c'est dire à quel point aujourd'hui l'eau est un élément structurant de la réflexion de l'aménagement territorial pour qu'il y ait ces initiatives portées par la puissance publique, singulièrement les collectivités locales. Alors la pertinence, encore une fois, de la prospective, ce n'est pas tant de prévoir l'avenir, que de permettre de définir les actions qu'il faut conduire dès à présent pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Et là, sur la diapositive suivante, on verra que l'un des éléments prescriptifs, normatifs, fondamentaux aujourd'hui en matière d'aménagement territorial, qui est le SRADET, schéma régional d'aménagement, développement durable et d'égalité des territoires, associe justement dans les nouveaux modèles de développement et dans son cœur eau et risque. Alors c'est singulier, souvent on associe risque et opportunité. Et là, symboliquement, mettre eau et risque, c'est ranger quelque part l'eau dans les facteurs d'opportunité, comme elle peut être menace, comme l'a rappelé dans son brillant exposé Julien tout à l'heure. Donc, je crois que ces éléments-là sont des éléments de fondation à la fois d'espoir et de responsabilité. Le fait de se dire que le regard qu'on porte sur l'aménagement du territoire en 2040 doit porter les facteurs de risque mais d'opportunité liés à l'eau, c'est un encouragement formidable à agir dès aujourd'hui, à qualifier les besoins en eau qu'il y aura dans le futur. Juste un petit chiffre toujours sur l'Occitanie. L'Occitanie, aujourd'hui, c'est environ 6 millions d'habitants. Chaque année, cette population augmente de 50 000 habitants. 50 000 habitants, c'est 5 millions de mètres cubes d'eau en plus nécessaires. Donc on voit que l'arithmétique, quelque part, est relativement simple. Alors certes, on peut raisonner au niveau des usages, avoir moins de consommation, mais il y a quand même ces notions-là à voir. Sur la diapositive suivante, on verra qu'au-delà des approches en termes de réduction des consommations d'eau, d'avoir une vision plus responsable de l'eau consommée, notamment en agriculture ou au niveau de l'eau potable, y compris la réutilisation des eaux usées, il est nécessaire aussi de pouvoir sécuriser, mixer les ressources. Et il y a la chance sur le territoire de l'Occitanie, sur sa frontière orientale, de bénéficier de la ressource Rhône, qui, avec de nouveaux projets d'infrastructure, là dans le cas d'espèces, le projet Aquadomicia porté par la région Occitanie, permet justement d'apporter une sécurité entre une ressource qui est plus facilement renouvelable, le fleuve Rhône, même avec les effets du dérèglement climatique, et par ailleurs des ressources locales
qui, pour respecter des impératifs de qualité, de réduction des pressions de prélèvement, seront complétés avec l'apport de l'eau du Rhône. Donc ça, c'est des éléments aussi de planification, de stratégie sous un angle infrastructure, mais l'angle infrastructure doit obligatoirement être associé à la modération des usages, comme je l'évoquais. Et plus globalement, on doit aussi penser les facteurs d'aménagement territoriaux à l'échelle des grands bassins hydrographiques. Et là, on est dans la planification des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui sont issus de la directive cadre sur l'eau et eux-mêmes déclinés dans l'approche par bassin versant qu'évoquait Aziza sous la forme des SAGE, un schéma d'aménagement et gestion des eaux. Et sur la dernière diapositive, puisqu'il faut faire vite, peut-être aussi amener à réconcilier l'amont et l'aval, à dire qu'il doit y avoir des solidarités entre ceux qui ont les ressources ou ceux qui ont la chance d'être à proximité de masses d'eau, qu'elles soient souterraines ou superficielles, à la fois de qualité et disponibles en quantité. Pensez également comment assurer la liaison avec les territoires qui en sont moins dotés. Et il nous semble qu'aujourd'hui, l'aménagement local, lorsqu'on réfléchit par rapport à l'eau, on doit aussi pouvoir qualifier nos projets par rapport à cette interdépendance ou cette dépendance à la ressource aquatique et pour cela pouvoir les coter en triple A. Alors ce triple A, ça serait le premier A de l'anticipation. Des besoins en eau, c'est pas on fait l'aménagement et puis on se dit qu'il y a telle quantité d'eau nécessaire et comment on crée la ressource qui sera insuffisante. L'anticipation en matière de grande politique de l'eau, c'est à peu près 10 ans. Donc il faut penser 10 ans auparavant ce qui est nécessaire. Le deuxième A, c'est celui qui est impératif, qui est celui de l'adaptation et de l'atténuation par rapport au dérèglement climatique. Sinon, la course sera perdue d'avance et à chaque fois, nous courrons vers plus de ressources avec la difficulté d'atteindre l'objectif. Et le dernier A, qui a peut-être été oublié lorsqu'on parlait d'eau au fil du temps dans les aménagements locaux, c'est le A de l'acceptation des projets. En clair, on peut faire un super projet, technicien, pour reprendre le terme d'Aziza, très bien pensé par des équipes techniques. Pour autant, si les populations locales considèrent que ça n'est pas le bon projet, et on l'a vu sur, par exemple, la retenue de Sivins, qui a conduit, hélas, à des événements dramatiques avec la mort d'un jeune, les projets doivent être avant toute chose concertés. Pour cela, et je finirai sur cet élément-là, la relation à l'eau, ce bien commun, ce bien, je dirais, qui doit amener le fait qu'il y ait du dialogue et de la concertation, doit conduire à des approches qui soient les plus larges possibles en matière de participation. Le projet Aquadomicia que je vous ai présenté là tout à l'heure a été le premier projet national à bénéficier de la démarche de débat public. Et au début, ça fait peur en disant, vous vous rendez compte, on va mobiliser le processus de débat public, 1,2 million d'euros d'investissement quand même pour mettre en œuvre ce débat public. Mais in fine, ce débat public nous a beaucoup appris. Il nous a beaucoup appris parce que, et là je rejoindrai le propos d'Aziza, entre la vision de l'ingénieur, qui est une vision, j'allais dire quelque part humaniste, parce que le but c'est quand même de répondre aux besoins d'un territoire, de relier, de connecter, d'amener encore une fois l'eau des ambitions et l'eau des moyens des projets. Et il ne faut jamais oublier qu'il y a d'autres parties prenantes autour et que ce futur qu'on essaye de dessiner, en futur possible, le futur possible c'est celui du technicien à partir des potentialités, le futur souhaitable qui est celui des élus qui vont discerner dans les possibles ce qu'il faut faire, n'oublions jamais qu'il faut qu'il y ait un futur désiré. Et le futur désiré, c'est le territoire qui nous rappelle à l'ordre si jamais on n'y a pas pensé. That's all for Yelena. Merci Jean-François. Le public est très actif. Les questions nous arrivent au fur et à mesure de ce débat passionnant. Je vous propose de passer directement aux questions du public. On a déjà sorti de notre première heure, mais on continue. Encore quelques minutes. Je vous propose de prendre 3, 4, 5 questions et si vous pouvez répondre rapidement pour qu'on puisse passer le plus de questions possible. Donc, je vais prendre des questions et puis celui qui souhaite intervenir, n'hésitez pas de le dire. Il y a des questions qui sont très, très opérationnelles. Donc, c'est très bien. Une question qui concerne donc, outre l'urbanisation, les activités économiques ont un impact fort sur la ressource en eau dans de nombreux process industriels et bien entendu dans l'agriculture et l'agroalimentaire. Comment travailler davantage avec les acteurs économiques pour une utilisation revisitée de la ressource eau et particulièrement en termes d'agriculture? Est-ce totalement compatible avec le besoin de nourriture et la volonté de développer l'agriculture de proximité? Donc, je ne sais pas qui
C'est-à-dire, je comprends pas très bien la question. Est-ce qu'il parle d'agriculture urbaine ou de l'agriculture en fait proche de la ville et en fait de la réutilisation des eaux usées pour cette agriculture, c'est bien cela? Alors, je pense que la question est peut-être un petit peu plus vaste, c'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui… C'est plus large, mais l'entrée, le prisme que vous souhaitez, ouais. Oui, très bien. C'est-à-dire peut-être que je peux commencer en parlant peut-être d'autres pays en fait où l'irrigation de l'agriculture se fait par les eaux usées, après bien entendu traitement, donc dans plusieurs pays donc du Moyen-Orient parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Et comme l'a si bien dit Jean-François, il y a bien entendu, alors il y a déjà disons de nouvelles lois qui doivent être mises en place, mais aussi, je pense, un changement de mentalité. Et ça, je pense qu'il y a une sensibilisation qui doit être faite parce qu'il y a un aspect culturel très fort. On ne peut pas s'imaginer qu'en fait, que ce qui sort de notre chasse va être traité de manière chimique ou autre, puis servir à irriguer une plante qu'après on va manger. Alors, je pense que notre culture actuelle, ou disons européenne, en fait, crée une sorte de blocage. Et ensuite, je pense, en parlant de l'agriculture urbaine, en fait, ça revient en fait aux réseaux décentralisés, des réseaux plutôt autonomes qui peuvent se mettre en place et se greffer au système centralisé, peut-être dans un futur prochain le remplacer, peut-être. Je pense que dans ce cadre-là, l'agriculture urbaine serait très intéressante et très possiblement les eaux grises, si elles sont séparées puis traitées de manière simple, dans une maison peuvent être réutilisées pour irriguer son jardin, son petit jardin botanique. Voilà. Une autre question sur plutôt sur la réglementation. Il y en a beaucoup. Donc, je vous laisse répondre à la suivante, Jean-François. Oui, non, peut-être c'était juste pour rebondir sur la réutilisation des eaux usées, parce que c'est vraiment un sujet central et majeur. La difficulté de la réutilisation des eaux usées dans l'agriculture, c'est que la production des eaux usées, c'est sur 12 mois, et le besoin en eau des cultures, c'est assez souvent plutôt des effets de saisonnalité qui peuvent être de 3 à 4 mois. Donc ça pose la question du stockage intermédiaire pour pouvoir stocker les eaux dans l'attente de pouvoir les consommer au moment où le climat et les besoins de la plante, hein, d'un point de vue agronomique, nécessitent l'apport. Donc là, je pense que c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a une partie qui peut effectivement fonctionner en réutilisation d'eau usée, mais c'est quand même un schéma sous contrainte. En revanche, la réutilisation des eaux usées dans les pays où il y a de très fortes contraintes sous forme d'eau potable, ça, j'y crois énormément, je dirais, et pas simplement dans des pays dont on considérerait qu'ils n'ont pas d'autres facultés en termes de ressources. Si on prend par exemple le Cap, hein, il y a une compagnie d'assurance qui aujourd'hui s'est déconnectée du réseau d'eau potable et recycle les eaux usées en fait de ses 9000 salariés et fonctionne de manière autonome. Et pourtant, on est au Cap, on n'est pas dans un pays sous-développé. Donc, il y a des barrières mentales, c'est clair, il y a des barrières de représentation, voire même sociales, mais ça, il faut impérativement pouvoir un petit peu bouger les lignes. Et pour répondre sur le sujet de l'agriculture, le débat, c'est que l'agriculture n'est pas toujours à proximité des centres urbains qui produisent les eaux usées. Donc, nécessairement, il va falloir mobiliser des ressources en eau pour pouvoir satisfaire les besoins du développement agricole. Et on sait qu'une culture irriguée, en gros, produit 2 à 5 fois plus qu'une culture en sec, surtout lorsque les apports pluviométriques sont relativement réduits. Donc le débat, là aussi, c'est quelles ressources peuvent être mobilisées, comment peut-on profiter au maximum des impluviums avec la précipitation qui vient naturellement du ciel, mais ça suppose des stockages. Les grands stockages, on sait que ça n'est pas facile, ça a des impacts environnementaux. Donc là aussi, il faut conjuguer quelquefois des solutions locales avec des petits bassins là, de stockage d'eau, des retenues collinaires, voilà, ce qu'autorise aujourd'hui l'Europe et qui peuvent apporter des réponses sur 50, 100, 200 hectares et associer cela sur des parties, on va dire, plus littorales ou de plaine avec des systèmes de transfert d'eau avec une ressource sécurisée. Voilà. Et je crois qu'aujourd'hui, en matière d'eau, il n'y a pas de réponse unique, il n'y a que des réponses territorialisées. Voilà. Oui. Alors, une question sur la… Merci beaucoup, Jean-François. J'essaye de prendre le plus de questions possible parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Le public est très actif. Donc, une question sur
Réglementation, nous avons tous conscience de l'enjeu majeur qui est la préservation de l'eau. Pourtant, nous constatons un frein de la réglementation française et des services instructeurs, police de l'eau, vis-à-vis de la réutilisation des eaux grises et noires, ou simplement la réutilisation de l'eau de pluie pour les chasses d'eau ou autres. Je ne sais pas si Julien, Bertrand, tu veux peut-être répondre sur la question? 10 secondes, effectivement, on a travaillé, on a des retours d'expérience sur des planifications de double réseau d'adduction d'eau potable. Je ne crois pas qu'effectivement, on puisse aujourd'hui, surtout compte tenu des contextes sanitaires, autoriser les gens à, on va dire, outiller ou trafiquer leur système d'alimentation d'eau potable par rapport à une réutilisation directe des eaux usées. D'abord parce que on n'est pas sûr d'avoir une mémoire des dispositifs et que dans le temps, on ne sait pas comment ce système sera géré, hein, et éviter évidemment que les gens s'intoxiquent à partir d'utilisation d'eau qui était non appropriée. Par contre, le système des doubles réseaux, lui, est bien plus performant, effectivement. Donc, c'est plutôt vers là-dessus qu'on s'orienterait. Il faut quand même que, on va dire, une autorité publique conserve ce bien qui est à la base de la santé en ville quand même. Hein. L'urbanisme au départ est hygiénique, hein, et sanitaire, et c'est donc un de ces concepts nécessaires que l'eau reste, on va dire, une ressource sûre. Voilà. Alors, juste une petite phrase pour moi, une seule phrase. En fait, en tant qu'architecte, architecte urbaniste, le frein des lois est énorme. Je dirais en Amérique du Nord encore plus qu'en Europe, d'après mon expérience. Et je pense que le rôle de citoyen, notre rôle de citoyen est d'aller vers la sphère politique et expliquer l'urgence de la question est nécessaire. Voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que nécessité fait loi, c'est le cas de le dire, et que s'il y a encore des réticences aussi marquées en France de la part des administrations, c'est que nous sommes pas encore suffisamment sous tension pour que, au niveau de l'appareil législatif, hein, la prise de conscience qu'on a, nous tous, au niveau des territoires, et qui est avérée, ne se retranscrive, hein, dans le champ de la doctrine, et notamment celui des prescriptions autorisées. Voilà. Donc, je crois que c'est encore un problème de pays riches en eau. Mais le problème, c'est qu'on est riche de nos souvenirs, mais que notre avenir nécessitera d'agir. Et cette technologie-là qui doit être développée, c'est maintenant qu'il faut la développer pour qu'elle soit opérationnelle et sociologiquement acceptée dans 5 ans, 10 ans. Donc là, on est en train de prendre du retard, et c'est d'autant plus inacceptable que l'Europe a pris un certain nombre de mesures pour justement inciter au développement de la réutilisation d'eau usée. Je rappelle qu'il y a 1 an et demi, l'Europe a mis comme objectif que 1 milliard de mètres cubes d'eau usée soit réutilisée. 1 milliard de mètres cubes, que fait la France? Et je pense qu'il ne faut pas attendre une catastrophe pour faire des changements. Et la pandémie donc actuelle du Covid-19, malheureusement, nous le démontre bien. Mais surtout que les technologies existent, hein, donc il y a zéro problème du côté technologique. Justement, en fait, on avait parlé de l'image ou de la représentation mentale de l'eau, et Jean-François, tu viens de parler de la richesse et qu'on n'est pas contraint en fait de réfléchir autrement. Une question qui est sur le prix de l'eau, qui fait la transition, qui est sur le prix de l'eau potable en France, qui reste relativement bas. Est-ce que cela ne contribue pas à ne pas donner à l'eau la valeur qu'elle devait avoir et à favoriser des postures de consommation sans limite par une majorité de population, et comment aller vers la vraie valeur de l'eau? Donc, c'est un commentaire ou une question, mais on est sur quelque chose de très pragmatique. Alors, c'est un sujet passionnant, je dirais, parce que le principe déjà, quand on parle de tarification, ça doit se voir globalement au niveau des enjeux économiques, hein, du système sur lequel on entend intervenir. Je m'explique. Hein. La directive cadre sur l'eau a mis en obligation, en tout cas à l'échelle des grands districts hydrographiques, de faire des études de récupération des coûts, justement, c'est-à-dire que coûtent les infrastructures et comment la part entre le portage par la puissance publique sous forme de subvention et le portage par le bénéficiaire, c'est-à-dire l'usager, est-il proportionné? Cette approche qui est par bassin hydrographique, donc par grand fleuve pour faire court,
peut être tout à fait ramené à des échelles de projets, en approche scalaire un petit peu plus infra. On l'a fait par exemple sur le projet Aquadomicia pour voir quelle devait être la juste part supportée par l'usager versus ce qui doit être porté par la collectivité publique, en cela que le projet est d'intérêt général. Et quand on redescend à la fin, ça pose la question de quel est le juste prix de l'eau. Alors le juste prix de l'eau, ça peut être le prix qui est capable de payer le plus grand nombre, et là on est dans une approche plutôt sociale, mais on peut dire qu'il peut y avoir des mécanismes de compensation qui sont ceux des aides pour les ménages qui sont les moins fortunés et avoir on va dire un petit complément, ou alors d'avoir aussi des tarifications progressives qui fait que les premières dizaines de mètres cubes sont moins chers et que ceux qui consommeraient beaucoup auraient un prix qui soit plus élevé. Donc en matière de tarification aujourd'hui, on va dire que l'élasticité entre le prix et la consommation ont fait l'objet de beaucoup de recherches et de modélisation. Donc le débat n'est pas tant l'apport en termes à la fois scientifiques, voire même d'approche sociologique, que simplement la vision politique qu'il y a par rapport au prix de l'eau. Moi, je suis toujours extrêmement frappé qu'on retrouve quelquefois dans des programmes électoraux le fait, et je ne le critique pas, c'est une observation, le fait que le prix de l'eau va baisser et c'est une bonne chose. Moi, je dirais, le prix de l'eau va baisser, c'est une très bonne chose, dès lors qu'il n'y a pas de menace sur la ressource, dès lors que le renouvellement des canalisations est bien fait et qu'il y a très peu de fuites, et dès lors qu'on fait en sorte que cela soit durable. À défaut, oui, le prix de l'eau peut effectivement un petit peu augmenter dès lors que le niveau de service, le niveau de patrimoine est amélioré. Et je crois que ça, c'est de l'ordre de la pédagogie qu'on doit pouvoir communiquer avec tout le monde. On arrive, il est quasi 16 heures, donc je vous propose qu'on… Quelques questions encore, 2-3 questions. Je pense qu'on est en train de dépasser des temps Il reste donnés. 98 participants, je vois. Donc, ils se sont accrochés pour attendre la réponse à leurs questions. Donc, on va les frustrer. Mais peut-être, oui, Elena, je peux finir sur un dernier commentaire sur le prix de l'eau. Il y a des expériences qui sont très intéressantes faites dans… Il y a beaucoup de questions, donc ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre des questions et on va répondre aux participants parce qu'en fait, on ne pourra pas tout voir parce que Oui, bien sûr. il y en a vraiment beaucoup et puis chaque question engage un débat, en fait une réponse et un débat entre vous, donc il faut qu'on avance. Je vous propose en fait qu'on essaie de conclure et notre donc, première rencontre, c'est à nous demain, arrive à sa fin, mais en lieu et place de la conclusion, je vous prie de nous livrer votre question d'ouverture. Donc, à tous les trois, donc votre question d'ouverture, votre questionnement d'ouverture concernant le sujet, bien sûr. Réveillons-nous. Donc, en fait, je ne sais pas qui souhaite commencer. Donc, Julien, Aziza, Jean-François, qui souhaite commencer. Donc, vraiment, livrez-nous votre questionnement. Moi, simplement, j'ai dit qu'il faudrait qu'on se réveille et ne pas attendre en fait une crise en fait qui existe déjà en France dans certaines régions, qui est la crise de pénurie d'eau, et ne pas oublier en fait aussi que les acteurs en fait de cette eau, on a parlé des acteurs humains, mais qui restent aussi les acteurs des différents écosystèmes qui sont la faune et la flore, qu'il faut aussi prendre en compte, et qu'en fait que le développement donc économique ne doit pas se faire donc au détriment de cette ressource qui est donc les ressources en eau, mais aussi des différents acteurs dont la faune et la flore. Voilà. Une question, Jean-François, une question, un questionnement. Julien d'abord, Julien. Alors, rapidement, effectivement, dans le changement climatique, on évoque strictement la question de l'énergie, effectivement, la transition et aussi les formes de transition sur l'eau, sur la question de la sobriété, ce qui évidemment vient réinterroger tous nos modèles contemporains de consommation, surconsommation, gaspillage. Et effectivement, on va dire que demain, nos sociétés seront encore plus justes et plus performantes si nous arrivons à mettre tout un système sur l'économie de l'eau. Alors, moi, mon champ de réflexion, c'est de dire que aujourd'hui, il faut encore qu'on continue à innover et encore qu'on continue à aller plus loin dans le dialogue
inter ou transdisciplinaire. Moi, je crois beaucoup aux initiatives des pôles de compétitivité. Il y a en France aujourd'hui 3 pôles de compétitivité dans le domaine de l'eau, DREAM, Hydreos, Aquavalley, là, en Occitanie-PACA, qui se sont réunis d'ailleurs dans France Water Team, qui est le pôle de compétitivité du territoire national. Et aujourd'hui, arriver à faire dialoguer ensemble à la fois des universitaires, des scientifiques, de faire dialoguer des collectivités territoriales et des entreprises du secteur de l'eau, ces initiatives-là, il y a 10 ans encore, n'existaient pas sur cette thématique. Aujourd'hui, il y a des dialogues nord-sud, et c'est un peu caricatural quand on dit nord-sud, mais qui auparavant disaient, en gros, il y a les territoires à problème, c'est le sud, il y a les territoires avec les solutions, c'est le nord. Aujourd'hui, tout ça, c'est balayé. Tout le monde a des problèmes, tout le monde a des solutions, au nord comme au sud. Simplement, il faut savoir, là aussi, innover. Il faut savoir associer l'ensemble des compétences et se mobiliser. Le seul élément qui manque, moi j'aime beaucoup le terme d'Aziza, réveillez-vous. Je pousserais presque le curseur un peu plus loin en disant indignez-vous, on va la jouer Stéphane Hessel, c'est-à-dire qu'en clair, combien de temps on va encore supporter que les réseaux soient fuitards parce qu'on n'investit pas? Combien de temps on va encore supporter de faire 0,2% de réutilisation d'eau usée en France? Combien de temps allons-nous supporter que les usagers ne soient pas associés aux grandes réflexions dans un certain nombre de territoires sur le domaine de l'eau? Combien de temps allons-nous accepter qu'entre le nord et le sud, il n'y ait pas beaucoup plus d'instances, beaucoup plus d'échanges, même s'il y en a déjà, même s'il y a de la gestion intégrée des ressources en nous. Donc c'est un patrimoine commun, donc c'est un dialogue de l'humanité tout entière. Merci Jean-François. Donc nous tenons à remercier très sincèrement nos invités, Aziza Chaouni. Merci Aziza. Merci Elena, merci l'ACET pour cette initiative. Jean-François Blanchet, merci Jean-François à toi pour tes interventions. Merci à l'ACET et merci à Stéphane Keïta, le directeur général et président de l'ACET, qui rend possible ces dialogues-là. Moi, sincèrement, au début, on appréhendait un petit peu là, c'est à nous. Je dirais, quand on fait la première édition, on essuie les plâtres. Là, on a essuyé de l'eau. Et la frustration qu'on a eue, on est arrivé à vous prendre une demi-heure de plus sur le temps du dialogue avec Julien et Aziza. Et ça sera notre satisfaction. Et donc, merci Julien Bertrand. Merci à tous les trois d'avoir rendu ce débat passionnant et surtout très ouvert, ainsi que le public d'avoir été aussi nombreux et très actifs. Je remercie donc également le réseau 7, l'organisation et la régie qui a été installée pour cette occasion à Mantes-la-Jolie. Donc, merci à Thierry Lemant. Nous finissons donc cette première rencontre avec certes encore plus de questions et questionnements que nous l'avons commencé, mais curieux et enrichi des pistes et des solutions plausibles. C'est à nous demain. Nous vous disons à très bientôt pour une deuxième édition. Prenez soin de vous et de vos proches. Merci Léna. Au revoir. Merci. Merci Monsieur Keïta.